Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes tous sur la deuxième chaîne, que vous m'entendez en français. Donc le thème de la semaine est le sujet d'un livre que j'ai écrit, Le paysage et l'énergie. C'est un clin d'œil à Simon Schama qui a écrit un livre intitulé Le paysage et la mémoire. Ce livre est sur la curiosité. La curiosité sur qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que nos pays, qu'est-ce que notre maison, à quoi ces choses ressembleraient si nous prenions au sérieux le changement climatique et si nous prenions au sérieux les objectifs européens de la transition énergétique, au sérieux, si on réduisait de 80% les émissions de CO2 en 2050, si on prenait au sérieux ces objectifs, à quoi ressemblerait l'Europe, notre pays, la maison? Quel est le problème? Le problème avec tous ces rapports européens, c'est que ce sont des tableaux Excel, ce sont des tableaux de chiffres. Et personne ne semble être conscient du fait que cela a un impact énorme spatial, un énorme impact sur nos paysages. Et voilà de quoi parle mon livre. Donc cette conférence est un peu comme un hamburger. Donc la viande, la conception de la transition est au milieu, et il y a deux morceaux de pain, un au-dessus, un en dessous. Le premier morceau de pain est l'histoire de l'énergie, et ce que fait l'énergie, son rôle dans la société, et le deuxième morceau de pain, ce sont des éléments de réflexion sur la transition et des éléments importants. Si vous avez tous trop faim, on n'abordera pas trop le deuxième morceau de pain, et il y a des sorties de secours si vous avez vraiment besoin de vous en aller. Comme vous savez tous, il y a trois motifs principaux pour l'énergie, la transition énergétique. Nous avons observé que les énergies fossiles ne sont pas infinies, elles arriveront à une fin. On va arriver à un moment où on sera sur la crête de la vague du pétrole. On a entendu beaucoup parler des aspects géopolitiques, et les avantages géopolitiques de l'indépendance énergétique, être indépendant du Moyen-Orient et de la Russie en termes de gaz. Mais la raison la plus urgente pour la transition énergétique est bien entendu le climat. Le climat qui change. Et l'IPCC souhaite que nous limitons l'augmentation de température à 2 degrés comparé à la température pré-industrielle. Je me focaliserai uniquement sur le troisième objectif. Donc on ne sait pas où c'est. Vous ne savez pas où c'est, mais moi je vais vous dire, ça se trouve à Hawaï. C'est un observatoire où l'IPCC a décidé de mesurer la quantité de CO2, de particules de CO2 dans l'atmosphère. Et l'année dernière, sans que la presse en parle énormément, nous avons vu que nous avons passé les 400 particules par million, et ces 400 particules par million sont très importants. C'est une étape, c'est un jalon très important pour maintenir l'augmentation de température à moins de 2 degrés. Donc, étrangement, je pense que personne n'en a parlé du fait qu'on a passé ce cap. Vous êtes tous des architectes, paysagistes, certains d'entre vous. Vous avez reconnu l'impact de l'utilisation de ces anciennes forêts il y a 400 millions d'années. Nous avons utilisé le combustible créé par ces 400 millions d'années de forêt. Nous avons brûlé ces combustibles en 400 ans.
Ces forêts ont créé notre charbon historiquement, et nous aurons utilisé toutes ces énergies fossiles en 400 ans. Aux Pays-Bas, notre belle époque aux Pays-Bas n'aurait pas été possible sans que nos villes ne soient pas installées sur des tourbières. Et voilà le résultat. Si les tourbières sont creusées, sont enlevées, vous créez des paysages merveilleux. Et si vous voulez être tranquille aux Pays-Bas, c'est là qu'il faut acheter une maison. On ne peut seulement y arriver qu'en bateau. Vous avez également... on brûle du biomasse depuis le début de la civilisation également. C'est une des manières de rester au chaud, de se chauffer. Si vous regardez l'Europe, il y a environ 1000 ans, vous voyez que l'Europe était entièrement recouverte de forêts. Et voici la situation à peu près 1000 ans plus tard. Et il est intéressant de noter qu'en 1900 est également l'époque où la révolution industrielle a vraiment commencé à prendre de la vitesse. Et vous voyez que brûler des énergies fossiles ou brûler des fossiles plutôt que le bois est devenu la pratique la plus répandue. Vous voyez ce film qui vous montre que les forêts reviennent en Europe parce que nous brûlons des énergies fossiles plutôt que du bois. Donc, c'est un paradoxe étrange. L'Europe devient plus verte et nous brûlons davantage d'énergie fossile. Et il y a un lien de cause à effet entre les deux. Donc, pour vous expliquer cette histoire en termes très simples, avec des mots très simples, des images très simples, le développement économique a toujours été lié avec l'énergie fossile et l'utilisation de l'énergie fossile comme carburant. Et le résultat de cette pratique est le CO2. Et lorsqu'on se dit on ne veut plus de CO2, il faut utiliser des énergies renouvelables pour permettre de nouveau le développement économique. C'est très simple. Mais il y a quelques chiffres clés à garder en tête. Premièrement, le contenu énergétique des énergies fossiles comparé aux cellules photovoltaïques, vous voyez tout de suite qu'il faut une surface incroyable de cellules photovoltaïques pour pouvoir concurrencer l'énergie produite par 1 kilo de charbon. Deuxième aspect qui est lié au premier, si nous regardons les énergies fossiles que nous utilisons aujourd'hui, on peut dire que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, en train d'attaquer les sources les plus compliquées à exploiter. Donc ce graphique vous parle de retour sur le retour énergétique sur l'énergie investie. C'est le ROI. C'est un chiffre très important dont vous devez vous souvenir. Vous verrez que le champion du monde en termes de ROI, c'est l'énergie hydraulique. 1 mégawatt crée quasiment 150 mégawatts en retour. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quasiment tous les meilleurs sites sont déjà pris par des centrales hydroélectriques. Un autre élément intéressant, c'est de voir que les États-Unis, regardez les États-Unis, le pétrole brut des années 1930, si vous vous souvenez du film de James Dean, Giants, quand on faisait tomber un crayon en Europe avec la mine en bas, cela faisait gicler du pétrole. Mais si vous regardez les États-Unis aujourd'hui, vous voyez que l'ROI a fortement été réduit. Donc il faut plus d'énergie
pour obtenir de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment typique de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Et là, vous voyez que l'éolienne, l'énergie éolienne et l'énergie solaire n'ont pas non plus des résultats foudroyants quand on parle de ROI. Il faut investir beaucoup sur des éoliennes pour obtenir de l'énergie. Donc les sources les plus faciles à exploiter, les sources fossiles, sont progressivement en train de disparaître. Et une des dernières ressources sont les sables goudronneux du Canada. On pourrait dire que c'est le junkie du pétrole, c'est vraiment sa dernière possibilité pour obtenir sa drogue, le pétrole. C'est un retour très faible, c'est très dur à exploiter une telle source quand on considère qu'il faut détruire quasiment un État entier du Canada pour le faire. Et sur les discussions autour de ces sables goudronneux de l'Alberta, lors de ces discussions, des géologues ont fait un calcul assez qui a fait beaucoup de polémiques pour prouver que on va toujours exploiter ces types de ressources. Le gouvernement dit toujours oui quand il s'agit d'exploiter ces ressources. Mais voyons ce qui va se passer si nous brûlons toutes les énergies fossiles de la planète. Qu'est-ce qui se passera lorsque nous exploiterons toutes ces ressources et que nous les brûlerons et voyons le résultat. Donc le résultat de leur calcul, c'est que la température de la Terre augmenterait de 16 à 18 degrés. Et les zones en rouge que vous voyez sur la carte sont tous les littoraux du monde, toutes les villes delta du monde, où 80% de la population de la planète habite. Ça sera la fin pour eux. Au Bangladesh, aux Pays-Bas, d'autres zones, ce serait la fin pour ces populations. Donc, le problème, et je dois être clair là-dessus, il y a peut-être suffisamment d'énergie fossile pour continuer pendant encore 200 ans à les exploiter. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas suffisamment de ces ressources dans la Terre, c'est qu'il y en a trop dans l'atmosphère. C'est ça le problème. Un autre problème, c'est que pour passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, c'est qu'on est pressé. Voyez ce graphique. C'est un graphique établi par la feuille de route européenne. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que nous utilisons en termes d'énergie fossile dans l'Union européenne. Voici l'utilisation, on considère qu'elle augmente. Et ici, vous voyez la taille de la transition que nous devons faire. Nous devons véritablement développer l'énergie hydraulique, nucléaire, éolienne, géothermique, solaire, biomasse. Et le mystérieux CCS. Le CCS, c'est quand on capte le CO2 au niveau de l'échappement de l'usine et nous on le remet dans la terre. Et pour l'instant, les technologies ne sont pas encore éprouvées dans ce domaine. Et là, vous voyez que en 50 ans, nous devons faire fonctionner ce modèle pour maintenir l'augmentation de température à moins de 2 degrés. Donc voilà, cela vous donne une idée du fait que cela ne sera pas simple du tout. Ce sera une opération qui influencera les capillaires même de notre société, notre mode de vie, nos paysages, notre planification des espaces, de manière fondamentale. Et bien sûr, si on regarde tout ça à un niveau global, mondial, hier on a compris que l'univers entier est fait de pierre, mais il y a une exception, c'est notre étoile. Le Soleil est fait d'hydrogène, un gaz, c'est une réaction de fusion, c'est un réacteur à fusion en fait. Et la quantité d'énergie qui est appliquée par le Soleil sur la Terre est énorme, c'est plus de 5514 zétajoules, et je peux dire que le zétajoule
c'est beaucoup de joules. C'est un 10 avec 23 zéros derrière. Et nous recevons cette irradiation du soleil. Donc il y a beaucoup d'énergie. Et en plus, comme bonus, l'énergie géothermique de ce réacteur nucléaire qui alimente la tectonique des plaques, le magma. On a 0,1 zétajoule du système Terre-Lune qui crée de l'énergie par rapport grâce aux marées. Et vous avez l'économie humaine qui consomme 0,4 zétajoules. Donc il n'y a pas de problème, regardez tout ce qui est disponible. Mais on n'est pas encore capable d'exploiter ces énergies disponibles. Donc ça c'est une vision à l'échelle du système solaire. Mais si nous regardons la quantité d'énergie que représente 0,4 zétajoules, ce n'est pas la seule chose qui crée cette sorte de pic que vous voyez. Vers les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, la population mondiale a fortement augmenté. L'utilisation d'énergie est fortement liée à cette augmentation de population. Là, vous voyez qu'en 1975, la demande énergétique qui a cru plus rapidement que l'augmentation des populations. Et là, vous voyez les autres ressources naturelles que nous pouvons utiliser. On peut dire donc que l'homme est une force mondiale globale. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, je vais vous parler un peu de ma jeunesse. Je suis un homme âgé. Voilà, les Rolling Stones en 1962. À ce concert, ils ont fait sauter le toit. Le concert a duré 6 minutes et la police a fermé la salle de concert au bout des 6 minutes. Ils ont fait ça avec seulement 4 amplificateurs de 400 watts. Et j'ai fait un voyage en Islande et la tournée en 2002 des Rolling Stones, Bridges to Babylon, ils sont venus en Islande, à Reykjavik, et ce concert était trop puissant pour les ressources énergétiques de l'Islande. Donc ça, c'est 40 ans de progression énergétique. Donc voici les liens entre Londres et le reste de l'Europe. En 2002, vous voyez la carte des liens. En 2008, voici la carte. Donc en 6 ans, voici, ceci est une carte des compagnies aériennes low cost. Donc en 2002, ils n'étaient pas très développés. En 2008, vous voyez où ils en étaient. En 2008, ou un peu avant, ils ont introduit le smartphone. Et les tablettes également ont apparu et l'utilisation de l'énergie partout dans le monde a explosé parce que nos centres de données sont des monstres énergivores qui nécessitent également beaucoup de refroidissement. Donc ce sont 3 exemples qui vous donnent une idée de la vitesse à laquelle l'énergie et le besoin d'énergie ont augmenté. Et si nous regardons l'histoire de l'environnementalisme, vous voyez qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de philosophie, de réflexion qui cherchent à voir comment on gère notre environnement et comment on peut gérer toutes les problématiques autour de l'environnement. Si on peut les diviser en 2, ces réflexions, on a les gens d'un côté qui pensent que c'est assez, il faut qu'on fasse un pas en arrière, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on le fasse à petite échelle, etc. etc. On peut les appeler les sociotopiens, mais je pense que la majorité de nos hommes politiques, nos femmes politiques, pensent que la technologie va nous sauver, va nous donner toutes les réponses. Et il y a toutes sortes d'utopies qui sont basées sur
les avancées technologiques. Donc voilà les technotopias au-dessus de cette infographique. Mais la technologie n'est pas automatiquement en train d'avancer dans le sens de la durabilité. Et bien sûr, Volkswagen est un exemple merveilleux. Je ne vais pas vous parler de leurs problèmes récents. Mais regardez ces deux chiffres simples. La Volkswagen, la coccinelle de 1948, utilisait 7,5 litres de carburant pour 100 km. Le nouveau Beetle, la coccinelle de 2008, utilise la même chose. Consomme 7,5 litres de carburant pour 100 km. Et bien sûr, la nouvelle coccinelle est climatisée, est presque 3 fois plus lourde, est beaucoup plus sûre, a des airbags, etc. La nouvelle coccinelle a tout ce dont vous aurez besoin. Mais cela démontre bien que la technologie ne bouge et n'avance pas automatiquement dans le sens de la durabilité. Et bien sûr, là, vous avez ce qui nous a aidés dans la durabilité, c'était les lampes à LED. À Rotterdam, on a fait beaucoup de communication envers les habitants de Rotterdam sur les LED. Mais au bout de 10 ans après le lancement des LED, les architectes de tout type se sont dit « Tiens, c'est intéressant, cette invention est très intéressante ». Des bâtiments entiers sont éclairés par des LED, par des publicités pleines de LED. Vous voyez cette Harley Davidson, il a des LED partout sur sa moto, sur la remorque. Ils en mettent de partout. Donc l'introduction des LED n'a pas créé une réduction de la demande, elle a créé une augmentation de la demande énergétique. Donc voilà un peu une illustration de la nature humaine. Voici des graphiques qui vous démontrent les innovations agriculturelles depuis les 500 dernières années. Et vous voyez que toutes les inventions différentes ont aidé, oui, à nous rendre plus riches, à nous rendre la vie plus facile. Mais ce qu'elles ont fait également, c'était de modifier les comportements et la croissance des populations de nos pays. Donc je me suis demandé comment pourrait-on faire avancer la technologie dans le bon sens. Ce n'est pas une chose facile, c'est pas une question qui est facile à répondre. Si on regarde l'Europe de l'espace, voilà à quoi ressemble l'Europe. Nous avons des littoraux étendus, couverts de lumière, des deltas du Veneto en Italie, le delta du nord-ouest de l'Europe également, le triangle flamand, le côté nord-ouest du Pays-Bas. Vous voyez que le continent semble être baigné dans la lumière électrique. Si nous essayons de voir là où nous utilisons cette énergie principalement, et d'avoir une image qui nous permet de voir où les plus gros gains peuvent être obtenus, voici un graphique assez intéressant. Donc, c'est un graphique assez héroïque, je dirais. C'est la production totale d'énergie dans le monde. Et voilà, au début et à la fin, vous voyez comment est utilisée, exploitée, consommée cette énergie. Et ce type de graphique part du principe que tout ce que nous faisons sur Terre, mais vraiment tout, est utilisé dans les maisons et dans les logements. Et là, vous voyez, voilà les sources primaires, le biomasse, le charbon, le pétrole, etc. Là, vous voyez la conversion, les machines qui servent à convertir ces sources en énergie. Et là, vous voyez l'industrie. Et à la fin, à droite, vous voyez les logements du monde. Donc là, c'est la lumière, la communication,
le confort thermique ensuite, le chauffage, le refroidissement également. On voit que énormément d'énergie est consommée dans le refroidissement et le chauffage. Et dans la conférence d'hier soir, l'architecte disait qu'on pouvait construire des bâtiments et des maisons et des industries sans qu'ils utilisent beaucoup d'énergie. Donc l'hygiène, les structures, les transports. Vous voyez là où nous pouvons faire des gains importants dans notre environnement. Nos structures et notre confort thermique sont les sources potentielles de gains les plus élevés et les plus importants. Je vais revenir sur cette image très positive et j'ai mis les chiffres à l'envers. Et vous voyez que c'est 0,4 zeta-joules que nous utilisons dans l'économie humaine et 4 fois les énergies des marées que produit notre système Terre-Lune, et c'est quasiment 50% de l'énergie géothermique. Donc c'est une quantité d'énergie énorme. Grâce à l'utilisation des énergies fossiles. Essayez de réfléchir un peu sur le fait que nous utilisons quasiment la moitié de l'énergie produite par la Terre pour rendre le magma fluide, pour le volcanisme, pour la tectonique des plaques. Toute cette énergie est utilisée. La moitié de cette énergie est utilisée par les êtres humains. Donc pour vous donner une idée, c'est pour donner une idée sur le fait que c'est un problème sérieux. Ça ne va pas être facile à résoudre. On a besoin de beaucoup d'énergie, d'énergie renouvelable pour remplacer ces énergies fossiles, pour remplir nos lacunes dans ce domaine. Et là, je me dirige vers le côté conception des choses. Dans le livre, je parle du fait que si on réduit la consommation d'énergie, si on réduit la demande en énergie, c'est une des choses les plus importantes à faire, car 1 mégawatt, si nous consommons 1 mégawatt de moins, cela réduit la production de 3 mégawatts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous perdons beaucoup d'énergie lorsque nous en produisons. Donc la réduction de consommation de l'énergie est une priorité absolue. Donc je n'ai pas eu le temps de traduire cette diapo, c'est en hollandais. Nous pensons tous que ce n'est pas grave si j'augmente la température chez moi de 2 degrés. Personne ne le remarquera. Donc là, vous avez à droite, là vous avez des choix conscients du climat, et à gauche, vous avez des choix inconscients. Donc thermostat à gauche à 22, thermostat à droite à 18 degrés. Là, les vins importés à gauche, nous en buvons beaucoup aux Pays-Bas. À droite, vous avez les vins locaux qui sont dans certaines régions aux Pays-Bas. J'espère qu'on n'en boira pas ce soir. Là, à gauche, vous avez l'ordinateur allumé la nuit. À droite, vous avez l'ordinateur éteint, etc., etc., etc. À gauche, vous voyez des bulles de CO2 plus grosses qui montent. Et à droite, vous en voyez des plus petites. Et si on additionne toutes ces bulles de CO2 et toutes les personnes au Royaume-Uni et toutes les personnes aux États-Unis prenaient les mêmes mesures et faisaient la même chose, on pourrait réduire l'émission, et l'URSS, la Russie également, et le Japon. On peut voir la réduction potentielle de production de CO2. Toutes ces mesures, peut-être infimes, pourraient avoir un impact incroyable. Dans le livre, je parle des 3 fondamentaux, la loi fondamentale de la conception énergétique.
Donc, premièrement, nous devons réduire la demande énergétique. Ensuite, nous devons utiliser de l'énergie durable, renouvelable, et lorsqu'on en a besoin, on peut utiliser des énergies fossiles de manière la plus intelligente possible. Donc, lorsqu'on conçoit la transition, on observe immédiatement qu'il y a trois acteurs principaux, trois personnages principaux dans ce scénario. Il y a l'électricité, les carburants et la chaleur. Voilà trois éléments très importants à aborder dans l'énergie, la transition énergétique. Et la plupart de notre attention est portée sur la production d'électricité. Nous oublions souvent les deux autres facteurs. L'électricité ne produit que des électrons. Pour les carburants, nous devons produire des molécules. C'est une histoire complètement différente. Et pour la chaleur, nous devons faire bouger les molécules. La chaleur, c'est des molécules qui bougent. Donc ces trois éléments doivent être abordés lors de la transition énergétique. Pour faire un autre pas en avant, voici un autre graphique, c'est un rayon X, une radio de l'énergie aux Pays-Bas en 2014. Nous avons énormément de gaz naturel que nous exportons, mais en 2025, il n'y en aura plus. Donc, nous devons chercher à remplacer l'utilisation du gaz. Ces toutes petites lignes que vous voyez, c'est la contribution des énergies renouvelables d'aujourd'hui. Et une grande partie de ces énergies renouvelables vont dans la production d'électricité. En rouge, vous avez la production d'électricité. Et vous regardez ces chiffres à droite. Tout ce que nous produisons en termes d'électricité crée une perte d'énergie de 50% en chaleur, en transport, en conversion, en transformation. Et voilà pourquoi, lorsque vous réduisez votre consommation d'1 mégawatt, vous réduisez votre production d'énergie de 3 mégawatts. Voilà la situation aujourd'hui. Et nous devons changer les choses de la manière suivante avant 2050. Voici la radio que nous allons prendre des Pays-Bas en 2050, si tout va bien. Ce qui est tout de suite clair, c'est que toute la société sera encore plus électrifiée que maintenant. On cuisinera avec l'électricité, on se déplacera avec des véhicules électriques, des transports électriques. Voilà ce que vous allez voir en 2050. Voici également un élément très important. Une partie de la production électrique va dans la fabrication de gaz d'hydrogène. Parce que l'hydrogène est une des manières de stocker l'énergie. Lorsqu'on en produit trop d'énergie solaire, éolienne, on peut utiliser l'hydrogène pour stocker cette énergie. Et vous pouvez voir également, c'est que les sources durables et renouvelables sont des acteurs principaux, ou ils doivent l'être, du moins. Nous utilisons encore du pétrole en 2050, mais nous utilisons le pétrole pour les molécules, pour les industries pétrochimiques, mais nous en utilisons beaucoup moins, et beaucoup moins de charbon. Le biomasse, c'est une autre histoire. Il faut que nous ayons du biomasse dans le calcul, sinon nous n'allons pas réussir à atteindre nos buts. Et voilà la radio que nous allons prendre si nous ne réduisons pas nos émissions de CO2 de 80%. Il faut également réduire la demande de 30%. Donc ce graphique assez intéressant montre que
sont pas des changements quantitatifs mais qualitatifs qui devront être effectués. Donc il faut rajouter la dimension qualitative, non seulement les aspects techniques. Il faut qu'il y ait un élément de fiscalisation du CO2 dans nos scénarios. Et nous pensons également qu'il faut interdire la chaleur résiduelle, interdire il faut que nos ports réduisent drastiquement l'élimination de chaleur par les eaux des ports. La prochaine étape, ce que nous avons fait, c'était de montrer à tout le monde que tout type de production électrique, de tout type de production de chaleur et de production de carburant ont tous un impact, un bilan spécifique et une empreinte spécifique. Voici une partie, un morceau de terre qui a été créé, qui est sorti de la mer, et c'est un laboratoire magnifique pour comprendre les empreintes des différentes productions énergétiques. Voici les surfaces dont nous avons besoin pour 1 million de foyers si on devait produire l'électricité grâce au charbon. Voici des mines à ciel ouvert parce que la plupart des charbons produits que nous importons vient de l'Afrique où ce sont des mines à ciel ouvert. Et voici la surface dont on aurait besoin de charbon pour alimenter 100 millions de maisons. Voici la lignite à droite. En termes de lignite, la surface de lignite nécessaire chaque année est celle-ci pour produire de l'électricité pour 1 million de foyers. Et dans la troisième photo, vous voyez la toute petite empreinte de l'énergie nucléaire, mais bien sûr, les zones de sécurité nucléaire sont énormes. L'incinération des déchets domestiques, les énergies solaires, les énergies hydrauliques. Nous avons créé un lac hydraulique. Et là, vous voyez les éoliennes. C'est quasiment invisible à une échelle de ce type. Il y a 111 éoliennes de la dernière génération installées dans le Virmeer. On les voit lorsqu'on est au niveau du sol, mais on ne les voit pas ici. Mais le biomasse est un peu spécial. Nous avons besoin de 9 fois la surface de cette zone pour fournir suffisamment d'électricité à 1 million de foyers. Donc la même chose pour la chaleur résiduelle. Voilà à ce que ressemble la chaleur géothermique. Vous voyez tous les nuages d'installations géothermiques, la chaleur résiduelle de la région, les tourbières, le gaz naturel, le gaz de schiste. La région entière serait entièrement détruite si on mettait en place des installations pour exploiter les gaz de schiste. Et la dernière photo, encore une fois, le biomasse, 9 fois la surface. Dernière série de photos. Donc les carburants, le pétrole brut. Là, vous voyez des plateformes pétrolières dans la mer. Pour les goudrons et les pétroles, nous aurions besoin de quasiment la région entière pour fournir de l'énergie à 1 million de foyers. Et voilà la production d'algues. La production d'algues et enfin nous avons le biomasse 7 fois la surface de cette région pour produire de l'électricité pour 1 million de foyers. Donc ce qu'on peut dire en regardant toutes ces empreintes, c'est que ces empreintes ne sont pas aux Pays-Bas, mais dans d'autres continents, par exemple, très très loin.
Donc ce sont des empreintes, c'est un monde que les gens ne connaissent pas. On peut dire également, c'est que l'espace n'est pas une problématique critique quand il s'agit de la transition énergétique, sauf dans le cas du biomasse. Le biomasse est une discussion à part entière lorsqu'il s'agit la production de biomasse et les besoins de production de biomasse rentreront en collision avec la production d'aliments et de nourriture pour la planète. Donc, sur nos études de cas, nous avons examiné l'Europe de manière globale, nous avons examiné certaines régions en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, et nous avons examiné les foyers individuels, les maisons, les logements. Donc, commençons avec un graphique qui n'est pas très lisible, mais croyez-moi, regardez dans le livre, voici les potentialités de la production de biomasse. Donc, cela va pas très vite. Donc, vous avez éolienne, biomasse, énergie solaire. Vous voyez que ça se passe plutôt dans le sud de l'Europe. Voici des cartes de potentiel pour les énergies respectives. Il faut voir dans quelle zone et avec quelle modalité on peut produire quel type d'énergie. Et là, malheureusement, ces photos ne sont pas très lisibles. C'est partiellement de ma faute et partiellement à cause de la résolution du projecteur. Mais si vous regardez un peu en fermant les yeux à travers vos sourcils, vous verrez différents types de production qui sont adaptés à différentes régions d'Europe. Là, vous avez la production de biomasse, ce sont dans des zones où les crises foncières ne sont pas très sérieuses. Les zones les plus adaptées à l'énergie géothermique, ce sont là où il y a des puits avec beaucoup de potentiel dans ce domaine. En bleu, vous avez l'énergie des marées, et autour des Pays-Bas et la mer du Nord, vous voyez principalement des éoliennes. Et ce que nous avons tenté de faire, c'était pas à pas essayer de voir comment l'infrastructure technique pourrait progressivement se développer en Europe. Vous voyez l'énergie éolienne, la géothermie, biomasse. Et il faut du courant continu, des câbles pour transporter le courant continu créé par ces énergies sur des longues distances. Donc voici au fil des décennies, en 2050, vous voyez en principe l'infrastructure qui pourrait permettre d'atteindre la réduction de 80% de la production de CO2 en Europe. Donc ça paraît vraiment très abstrait. Et voilà pourquoi nous avons effectué des études régionales. Je ne vais uniquement vous montrer une étude, sinon cela va prendre trop de temps. Voilà où se passent les études régionales au nord des Pays-Bas, à Arnhem, l'ancienne zone minière de Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et moi, je vais vous parler de la zone de Rotterdam, la zone métropolitaine de Rotterdam avec un très grand port. Et ce que nous avons fait, c'était premièrement de regarder le parc immobilier de Rotterdam. On a travaillé avec un studio d'architecture, avec plusieurs étudiants, des étudiants en architecture paysager et de conception industrielle, en urbanisme également. Donc une grande partie du travail de ces étudiants était utilisée dans le livre. Donc une des études, vous la voyez sur l'écran, on a examiné les immeubles des années 60. Il y en a partout dans notre pays. Est-ce que ces bâtiments sont encore viables en termes économiques? Est-ce qu'il est encore viable de leur donner une deuxième vie à ces immeubles en termes de rénovation énergétique? Et certains étudiants ont examiné
cette problématique et ont répondu que oui, effectivement, ces bâtiments ont un avenir. Et donc là, on a examiné également les portiques manoirs. C'est un style de logement que nous avons aux Pays-Bas. Et nous avons regardé la disponibilité des toits à Rotterdam pour les cellules photovoltaïques. Et là, on peut dire qu'il est possible de rénover ces bâtiments pour répondre aux besoins d'énergie du XXIe siècle. Donc on a effectué l'étude décennie par décennie. Et si vous voyez très bien, ce que vous voudriez voir, c'est là où on utilise l'énergie géothermique, là où on pense utiliser la chaleur résiduelle, les éoliennes, un réseau de CO2 également, et un réseau de chaleur. Il faudrait que je vous explique sans doute que la stratégie globale à Rotterdam consiste à dire que Rotterdam se trouve sur un puits géothermique énorme. Ce que nous avons tenté de faire, c'était la stratégie dans cette conception, c'était d'avoir l'industrie d'énergie fossile, de faire investir cette industrie dans les canalisations de chaleur. Ce sont des investissements énormes pour construire des tuyaux de chaleur. Et nous avons fait l'hypothèse que les industries fossiles pourraient transférer leurs activités envers les tuyaux de chaleur, qu'ils pourraient utiliser leur infrastructure, leurs ressources pour exploiter la géothermie. Donc les tuyaux noirs alimentent le quartier de ces manoirs que vous avez vus. Et vous avez les éoliennes qui sont des petits points. Vous voyez le réseau CE2. Vous voyez toutes les ressources différentes et comment elles fonctionnent et où elles sont placées dans la ville. Là, vous avez une sorte de pile, un lac qui sert de pile, de batterie pour stocker l'énergie également. Et au bout de 30 ans d'investissement, voilà à quoi ressemblerait l'infrastructure de Rotterdam. C'est plutôt une carte qu'une conception. Donc là, je vais vous amener sur une visite du centre de Rotterdam jusqu'à la côte. Et dans la ville de Rotterdam, ce que vous voyez, c'est une guerre entre les panneaux solaires et les toits verts. Mais vous voyez également que les règles ont été assouplies pour rendre possible l'installation d'éoliennes dans la ville. Mais ce sont des éoliennes un peu spéciales. Ce ne sont pas... c'est une conception qui assure que les pales ne pourraient jamais tomber. Là, vous voyez l'A60, une autoroute. Là, vous voyez un chauffeur de camion, ce qu'il pourrait voir dans son rétroviseur. Vous voyez des camions électrifiés pour les 50 premiers kilomètres à partir du port jusqu'à la sortie de Rotterdam. Et l'électrification ensuite s'arrête au bout de 50 km. C'est un projet de Siemens. Ils vont déployer ce projet en Los Angeles. Rotterdam pourrait être la deuxième ville à en profiter. C'est très réaliste. Et c'est grâce aux aérosols fins, aux particules et aux poussières fines qui nuisent à la population qui vit autour de ce port. Et voici le port, à quoi ressemblera le port lorsqu'il fera la transition du charbon à la betterave à sucre. Voici une production de biomasse qui pourrait remplacer le charbon et le pétrole en tant qu'entrée standard et de ressources centrales pour notre industrie pétrochimique. Ensuite, naviguer dans le port de Rotterdam. Si vous êtes sur un bateau, vous verrez des éoliennes énormes. Et finalement, voici le lac tombant, comme on appelle ça, avec
quasiment 40 mètres de chute entre la surface de la mer et la profondeur du lac. Là, ce que vous voyez, c'est que l'eau est pompée par des pompes électriques produites par les éoliennes. Et lorsque vous avez besoin de cette électricité, l'eau est réintroduite dans le lac en passant par des centrales hydroélectriques. Et des éléments de ce type, nous avons constaté que nous en aurons besoin quand vous êtes à peu près à un chiffre de 30% de production d'énergie en énergie renouvelable. C'est là qu'il faut prendre certaines mesures pour atténuer les extrêmes de la production d'énergie par le biais d'énergie renouvelable. On a besoin d'installations de ce type pour atténuer les différences et les pics, les différences entre les pics et les périodes creuses. Nous avons vu en Norvège que dans un fjord, ils utilisent ce genre de système pour pomper l'eau selon les besoins énergétiques de l'Europe. C'est une hypothèse, encore une fois. Donc, des éléments de ce type, tels que l'utilisation de différences de hauteur, de dénivelé. Voici une mine de lignite en Allemagne. Elle peut être utilisée comme accumulateur pour stocker de l'énergie. Et dans une autre région, nous avons utilisé la possibilité de créer des roues pour stocker l'énergie. Le stockage de l'énergie sera un débat technique énorme lors des prochaines décennies. Pour parler finalement des foyers individuels, des logements, ce que nous examinons, c'est, je pense que nous sommes vraiment à l'aube d'une révolution. Une révolution menée par un consortium français qui crée des cellules d'hydrogène, à niveau du foyer, du logement, on dirait un frigo. Mais c'est une révolution parce que la production d'hydrogène au niveau local, au niveau logement, foyer, pourrait rendre possible cette ressource énergétique. Si on peut également utiliser simultanément de l'énergie solaire, le principe ne serait plus de fournir de l'électricité au réseau national, mais on a un système circulaire. Donc c'est vraiment un pas en avant que prend Tesla en ce moment. Ils vont fournir des batteries 10 kWh au début de l'année prochaine. Et ça, ce sera une révolution pour les logements, au niveau du logement. Ce que nous avons fait à l'échelle du logement, c'était d'essayer de dessiner le catalogue IKEA pour 2050. À quoi ressemblerait notre maison? Quel type de gadget aurons-nous? À quoi ressemblerait notre cuisine intelligente, notre frigo intelligent? Donc on ne voit pas très bien ces images, mais voilà la maison de 2050. Et là, vous voyez que si l'on réduit la consommation d'énergie, on retrouve certains anciens éléments, le fait de faire la vaisselle à la main, des combinaisons pour se réchauffer lorsque le thermostat est réglé assez bas. Et voilà la maison IKEA de 2050. Avec une demande d'énergie réduite. Là, vous voyez des personnes dans des combinaisons spéciales, dans des environnements froids. Voilà une photo j'ai trouvé cette combinaison en Islande. C'est une combinaison merveilleuse qui permet d'évoluer dans une maison où
il fait 0 degré. Mais malheureusement, le problème c'est que mes chats cherchent toujours à monter dedans pour se réchauffer. Donc je vais juste regarder l'heure rapidement. Donc, nous sommes encore à l'heure. Donc certains éléments sur lesquels je voulais conclure, que je voulais partager avec vous, qui sont des discussions potentielles, des problématiques concernant la transition. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux Pays-Bas, il y a une résistance énorme contre tout type de transition. Et beaucoup de gens pensent que ce sera une transition progressive, c'est la vision américaine des choses. À gauche, vous voyez que nous sommes encore dans l'ère du carbone. Il fait un temps terrible, il y a des orages, il y a des bouchons énormes. À droite, ce sont des photos de National Geographic. Mais vous voyez à droite que le soleil brille, il n'y a plus de nuages, on a de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, mais nous sommes tout de même encore dans un bouchon sur la route. Et un espoir que nous avons, c'est un espoir qui est communiqué. La seule chose que l'espoir, c'est que l'idée, c'est que nous devons tous acheter des voitures électriques et le problème sera résolu. Il y a énormément de négativité. Voici un auteur célèbre qui secoue la tête. Il dit non, je ne veux pas d'éolienne près de sa résidence secondaire à Friesland. Et je pense qu'une des choses importantes à garder en tête pour cette transition, c'est qu'il faut s'habituer à l'idée que la production d'énergie qui était auparavant centralisée sur une centrale, elle sera étalée sur notre territoire entier. Voilà un quartier d'Amsterdam, des constructions d'après-guerre. Là, vous voyez à quoi ressemblerait ce quartier avec des éoliennes sur les toits. Ces centrales, ces ressources énergétiques se rapprochent énormément de nos zones résidentielles. Aux Pays-Bas, nous avons un paysage plat, un horizon plat. Tout le monde parle de la pollution de l'horizon par les immeubles, par les éoliennes. Et là, vous pouvez... là, je disais que l'espace n'est pas sur le chemin critique de la transition, mais c'est plus symbolique. Le paysage, surtout lorsqu'il est symbolique, sera un champ de bataille sur lequel la victoire ou la transition énergétique trouvera la victoire ou l'échec. Donc je pense que le paysage jouera un rôle important lors de cette transition. Et pourquoi sommes-nous tellement contre ces éoliennes? Il y a 150 ans, voilà à quoi ressemblait la ville d'Amsterdam. Nous avions 324 moulins à vent autour de la ville, sur les murs de la ville, qui fournissaient de l'énergie pour créer de la farine, pour d'autres applications. Il y avait également des tuyaux de vapeur. C'était le début de la brasserie Heineken, la brasserie à vapeur. Donc nous sommes entrés dans l'industrie, la révolution industrielle en produisant de la bière aux Pays-Bas. Aujourd'hui, nous sommes tellement sensibles et quand nous voyons une éolienne, cela nous fait peur. Pourquoi ? Mais ce sont des problèmes démographiques. Les personnes de mon âge sont celles qui sont le plus contre les éoliennes. Mais si vous demandez à la génération la plus jeune, les enfants, leur demandez de
si vous leur demandez de dessiner leur quartier, ils incluent des éoliennes. Voilà des dessins faits par des élèves d'une école à Kolomborg. Ce sont leurs dessins d'éoliennes. Ils n'ont pas l'air d'en avoir peur. Mais je pense que la résistance sera éliminée de manière démographique parce que ma génération disparaîtra progressivement. Mais est-ce que c'est trop simpliste peut-être ? La résistance vient peut-être de notre vision du monde esthétisée. Bien sûr, nous partageons tous et nous avons tous partagé depuis la dernière guerre mondiale presque 60 ans, 70 ans de croissance économique. La richesse de tous a augmenté. Cela nous a altéré, a modifié notre vision du monde. L'otium, c'est le plaisir, le développement. Nous ne voyons pas faire le travail de nos mains. Nous ne voulons pas nous salir les mains. Nous externalisons ce travail à ces deltas. C'est là que les zones industrielles du monde existent. Nous existons sur un nuage utopique avec un rêve consommateur, avec ces zones industrielles que nous ne voyons pas. Mais c'est facile de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas voir les éoliennes. C'est le même principe. Ils associent ces éoliennes au travail sale. Ils voient la disparition de leur paysage utopique. Ils veulent que leur ville dynamique que leur vie urbaine soit équilibrée par une campagne utopique où rien ne change. Et voilà comment notre vision du monde est esthétisée. Ce sont des GSM, des mâts GSM de par le monde que vous voyez, qui imitent des arbres, des cactus. Voici ma préférée à gauche. Ce sont des mâts GSM partout dans le monde qui font leur travail. On en a besoin, mais on n'a pas envie de voir notre infrastructure technique. Et à droite, vous voyez une tour à Amsterdam. Si on sait les reconnaître, on les voit partout. Et ce qui permet d'identifier ces mâts, ce sont les installations qu'on voit à leurs pieds. La résistance peut également venir et être le résultat des manières différentes de cadrer le problème et de décrire le problème. Les gens pensent que toutes ces éoliennes sont financées par le gouvernement et qu'ils ne fourniront pas assez d'énergie pour alimenter nos procédants électriques. Et si on regarde les choses de manière du point de vue énergétique pur, on peut être contre les éoliennes. Mais si on voit cela comme étant le premier pas envers la liberté et l'élimination des énergies fossiles, il faut que nous décrivions ces choses de manière efficace, de manière intelligente, pour que les gens comprennent la valeur de ces choses. Et lorsqu'on parle d'éoliennes, les gens parlent toujours de nuisances. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, etc. Ce sont des éléments réalistes. Si vous regardez comment les moulins, pas les moulins, mais les éoliennes, ont augmenté, sont devenus plus courants, plus répandus lors des dernières générations. Est-ce que vous voyez, c'est un Airbus A380 avec une largeur de 80 mètres. Et vous comparez maintenant aux éoliennes les plus grandes, cela va à un diamètre de 60 mètres. Je ne suis pas étonné par le fait que les gens ont un peu peur de ces technologies. Et bien sûr, vous avez ces éoliennes créent du bruit. On entend les pales tourner constamment lorsqu'il y a du vent. Et cela amène le problème. Si il fait beau comme il le faisait aujourd'hui, et si vous habitez à côté d'une éolienne, il y a une sorte d'effet stroboscopique. Cela bloque le soleil pour
un centième de seconde et encore une fois au bout d'une fraction de seconde. Donc l'effet stroboscopique énerve les gens, fait peur aux gens. Mais je dirais que, en fin du compte, peut-être ces éléments tangibles et clairs peuvent être atténués par la technologie, mais ils ne seront jamais éliminés totalement. Mais il serait peut-être exagéré de dire que, comme ils le font en Australie, ils pensent que une sorte de syndrome de l'éolienne. Voici le syndrome de l'éolienne. Certains médecins en Australie ont dit qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils vivent à côté des éoliennes. Et moi, je pense que c'est sans doute possible. Parce que à chaque étape de la progression technologique, nous avons eu des maladies sociales. Un exemple célèbre c'est passé quand les gens ont été exposés pour la première fois au transport ferroviaire. Vous devez connaître cette image fantastique de l'expo à Paris en 1900, où une des attractions principales était l'occasion de voir un simulateur une simulation de l'Express transsibérien sur 100 mètres. Donc une partie de ce décor se déplaçait à des vitesses différentes pour que les gens qui ne sont jamais montés dans un train puissent voir et puissent avoir l'expérience de ce phénomène pour montrer que l'arrière-plan se déplace à une vitesse différente de ce qu'on voit juste à côté du train. C'était très dur pour les gens de comprendre. On comprend tout de suite que c'est un dessin fait dans un train qui circule à haute vitesse. Mais dans les années 1900, les gens étaient véritablement malades suite au transport ferroviaire. Les passagers étaient malades, ils sortaient du train, ils étaient malades, ils avaient les yeux qui tournaient, ils avaient des problèmes de crampes, de vertige, des crampes dans les bras, dans les jambes. On appelait ça les maladies de la colonne vertébrale ferroviaire. Et toutes ces maladies ont disparu très très vite. Et l'organisme humain, on doit dire, doit s'habituer aux nouvelles technologies. Et l'histoire entière de la technologie est pleine de ces histoires. On avait la névrose du plat aux Pays-Bas, on avait les premiers grands immeubles pendant les années 60. Ce n'est pas que les gens avaient peur avaient des vertiges, mais ils avaient une réaction catatonique. Ils étaient véritablement malades parce qu'ils vivaient dans des immeubles, alors qu'ils n'avaient jamais eu l'habitude de le faire. Il y a également la RSI, les maladies liées aux gestes répétés. Moi, je pensais qu'en 1990, tout le monde, le pays s'arrêterait parce que tout le monde commençait à avoir des douleurs dues à l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables. On parlait énormément de ça à une époque. Il y a aussi le syndrome du SMS. Et toutes ces technologies, pendant leur début, ont créé des maladies sociales. Et ce serait peut-être le cas des éoliennes. Et la dernière peur, la dernière crainte que je vais évoquer est la suivante. Je pense que la couche la plus profonde de résistance est inconsciente. Et c'est lié au fait que nous avons peur. Que
que l'ère de l'expressionnisme fossile, nous crions que cette ère est morte, est finie, et que nous allons perdre nos privilèges, perdre nos conforts. Et c'est une sorte de peur. C'est peut-être la couche la plus profonde. Mais cela peut générer énormément de colère lors des débats sur les éoliennes. Donc vous allez nous parler, je pense, de la limite des 20 heures. Donc, même avec ce constat, avec cette crainte profonde, nous sommes encore divisés sur comment nous allons affronter cette peur. Certaines personnes nient le fait que le changement climatique existe et que la cause est humaine. Ils disent que ce bateau ne veut pas couler. Là, on voit le Titanic. Les scientifiques, les climatologues disent que nous coulons, mais il y a un astérisque. Mais certains disent qu'il y a une certaine chance que nous allons couler. Les économistes nous disent que on doit être sauvé, mais le bateau de secours doit être peu coûteux. Et les environnementalistes ont leur regard sur les choses également. En termes de développement de politique, j'ai 3 autres éléments à vous donner et je suis en train de regarder ma montre. Il me reste 1 minute. Donc je vais vous parler des 4 façons de charmer le monstre. Donc c'est un élément très intéressant parce que lorsqu'on m'a demandé, lorsque les ministres qui s'occupent des éoliennes aux Pays-Bas m'ont demandé des conseils, j'ai utilisé la théorie d'un philosophe, Martijn Schmitt, la voici, qui a effectué une étude merveilleuse, une thèse merveilleuse sur l'introduction des plastiques dans la société occidentale. Elle l'a décrit comme étant une période durant laquelle on est parti. Au début, on pensait que c'était utopique, le plastique est merveilleux, et on est arrivé à un point où c'est complètement dystopique. On voit du plastique de partout, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, pendant cette thèse, elle disait que j'ai étudié énormément de sociétés qui ont affronté un étrange et développement, un développement qui nous menace. Et on voit que ces sociétés s'arment de 4 manières différentes contre ce monstre, contre ce changement. Tout d'abord, le premier moyen, c'est d'exiler le monstre. Des fois, ça fonctionne. On a vu que certaines sociétés s'adaptaient. Certaines acceptent le monstre pour rendre le monstre plus beau qu'il l'est vraiment. Et finalement, l'assimilation, c'est une spécialité hollandaise. Donc, changer la définition d'un monstre. Si on change la définition du monstre, peut-être le monstre disparaîtra. J'ai demandé à 4 bureaux d'études de concevoir, de créer une conception de ces 4 stratégies. Donc, MVRDV, on dit ne le faites pas sur la Terre. Faites-le à la convergence du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Voilà l'exil du monstre. À l'adaptation, installer des éoliennes, adapter les éoliennes à leur environnement. Par exemple, mettez-les, si vous les mettez dans des cimetières, peignez-les en noir. Si vous êtes près des marchés commerciaux et des villes, mais accrochez-y des publicités. Paul Van Beek, un architecte paysager, m'a dit pourquoi ne pas réexaminer les façons dans laquelle
il y a quelque temps, dans l'ancien temps, nous connections l'énergie à l'environnement du village. Pourquoi ne pas reconcevoir le paysage? Voilà des détails merveilleux de notre histoire. Voici une ferme qui contient une éolienne, mais pourquoi ne pas reconcevoir le paysage autour de ces éoliennes? Enel Architect a effectué cette étude merveilleuse sur la façon d'accepter le monstre, rendre le monstre encore plus beau, créer une sorte de lustre je pense que les aspects mécaniques sont impossibles, les aspects mécaniques de cette machine. Mais vous voyez une peinture du XVIIe siècle de Reinstahl avec cette éolienne monstrueuse au milieu. Donc voici 4 manières d'aborder la chose. Toutes ces manières d'aborder les choses ont tous des forces et des faiblesses. Et vous voyez les conseils que j'ai donnés aux 3 ministres, le ministre des Affaires économiques, la ministre de l'Agriculture, la ministre de Planification spéciale. Je leur ai donné à toutes un tableau du XVIIe siècle ainsi que mes conseils. Donc je vais passer... Donc je peux m'arrêter tout de suite, c'est une sortie de secours, une des sorties de secours de ma conférence. Oui, on peut terminer ici, pas de problème. Il y a un élément clé que j'aimerais évoquer, car ce n'est pas seulement pour ceux qui planifient l'énergie, les espaces. Il faut que nous créions des choses en aval. Car si vous regardez la politique aux Pays-Bas, vous avez la ligne droite ici, entre là où nous sommes en ce moment et le but des 80%, vous voyez que les politiques partent dans tous les sens. Les politiques partent dans tous les sens, il y a des groupes d'intérêts différents, il y a des forces d'attraction qui vont dans tous les sens. Le Club de Rome, le Brundtland, le IPCC, qui dévie les politiques. La crise financière, désormais, on ne peut pas penser au climat à cause de la crise financière, par exemple. Ensuite, on peut parler de la crise des réfugiés en Europe. Donc toutes ces choses dévient nos politiques. Et il faut créer un élan, il faut qu'on ait le vent en proue. Et on s'est dit comment modifier la TVA pour que ce soit une TCA, la taxe valeur ajoutée, pour que ce soit taxe à carbone ajouté. C'est une stratégie où le carbone rajouté à chaque étape de votre production sera calculé et vous rendra redevable d'une taxe. Donc, lors de la biennale, nous avons effectué un calcul pour 400 produits, quel serait l'effet si nous introduisions cette TCA. L'aluminium serait beaucoup plus cher à produire et bizarrement les bougies et le pétrole également. Et voici M. Rochebrink qui m'a rappelé qu'en 1969, au 1er janvier 1969, dans 6 pays européens, la TVA a été introduite, y compris la France. Et lui a essayé de parler à nos entrepreneurs pour leur faire comprendre les avantages de la TVA. Et d'une certaine manière, si nous introduisions une taxe de ce type à niveau européen, cela agirait directement sur les producteurs et sur les consommateurs. Et la transformation dont nous parlons sera plus facile.
car ce serait un vrai élan financier donné, un vrai vent que nous aurions dans le dos. Donc cela réorienterait la société, ce serait des changements de cycle de planification linéaire. Cela si nous regardons la situation d'aujourd'hui, on met toujours l'économie devant l'écologie, mais avec la TCA, la taxe de carbone ajouté, les achats, on aura une situation où la tendance sera plus d'utilisation de prêts, de location. On achètera beaucoup moins. Le marché de l'occasion sera encore plus gros qu'aujourd'hui, etc., etc. Et nous avons effectué non seulement des calculs pour la taxe de carbone ajoutée, nous avons fait une expérimentation dans une région des Pays-Bas avec une équipe pluridisciplinaire, avec également beaucoup de personnes de la région qui ont travaillé avec nous. On a vu que la planification linéaire se modifierait rapidement. Une région telle que celle-ci, en 50 ans, se repositionnerait entièrement grâce à l'introduction de la TCA, de cette taxe sur le carbone. Et voici un exemple. C'est que l'utilisation des canaux internes, des chenals, l'utilisation de transport fluvial sera beaucoup plus répandue plutôt que l'utilisation de camions. C'est ce qui m'a surpris. Et les changements seraient différents partout en Europe. Et ce que nous avons fait dans cette région, c'est comment, par le biais de ce changement de paysage économique, comment cette région pourrait concurrencer les autres régions. Et je pense que l'utilisation de cette région comme laboratoire vivant et la prise de décision basée sur une TCA déjà existante permettrait d'avoir de l'avance sur les autres. Si l'on travaille en supposant que cette taxe existe déjà, on peut prendre de l'avance sur les autres régions. Donc j'ai fini, merci pour votre patience énorme, je suis désolé pour la qualité de certaines images. Excusez-moi pour cette qualité des images, j'ai fait ça exprès parce que maintenant je serai obligé d'acheter mon livre, Les paysages et l'énergie. Voilà, votre école a déjà un exemplaire de ce livre. Merci de m'avoir écouté. Je suis sûr que vous aurez des questions.